Bonjour Bruno Gollnisch. Bonjour. Est-ce que vous avez vu ces images des squatteurs évacués à Paris dans le 18e arrondissement, des images assez violentes de l'intervention de police? Oui, enfin, c'est violente, c'est pas la guerre, mais surtout ce que je trouve assez navrant, c'est que tout cela ne sert rigoureusement à rien, puisqu'on démantèle un établissement de squatteurs, puis on les interpelle, on vérifie leur identité, certains sont là en France en séjour parfaitement illégal, puis on les remet en liberté. Que vont faire ces malheureux? Évidemment, ils vont refaire un squat dans un autre endroit, appuyés qu'ils seront par les associations habituelles. Ce n'est évidemment pas une politique en mesure de résoudre le problème. La seule politique en mesure de résoudre le problème, c'est d'appliquer de façon ferme, digne, mais ferme, le retour au pays, le retour d'où ils viennent, de ceux qui se trouvent illégalement sur notre territoire. Et puis que sur la côte africaine, l'État libyen peut difficilement nous refuser cela, me semble-t-il, puisque ce sont les autorités qui ont été installées par la force militaire, par M. Sarkozy, sur les recommandations de M. Bernard-Henri Lévy et d'autres, et bien concerne un certain nombre de points du territoire libyen ou d'autres pays, il y ait des antennes de l'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés ou pour les personnes déplacées, qu'il y ait des points de la Croix-Rouge, et puis que ces personnes y soient reconduites. Voilà, sinon ça ne sert à rien. C'est comme les malheureux ou les misérables, je ne sais pas comment il faut dire, qui sont à Calais et que nous empêchons désespérément de partir pour l'Angleterre. Moi, je l'ai dit souvent, moi, je leur donnerais plutôt des canaux, ou alors qu'on prenne les mesures qui s'imposent. Et puisqu'on me dit qu'il y a des Afghans parmi ces jeunes hommes qui fuient la guerre, mais nous envoyons des Français se faire tuer en Afghanistan, soi-disant pour défendre les libertés de l'Afghanistan. Alors on embauche dans l'armée du gouvernement afghan. Je pense que la place de ces jeunes Afghans, elle serait plutôt dans leur propre pays, à défendre leur liberté et leur sécurité contre les talibans, plutôt que de venir sur nos côtes dans l'espoir de traverser la Manche. On reparle encore du cas de Vincent Lambert. La Cour européenne de justice a prononcé un arrêt signifiant qu'il fallait arrêter de l'hydrater et de le nourrir. Cette situation, vous la déplorez? Enfin, elle a refusé de condamner la France. Je pense que ça pose vraiment un problème. Ça pose vraiment un problème parce que s'il s'agit d'arrêter des soins à l'égard d'une personne dont l'électroencéphalogramme est plat, par exemple, qui est en état de mort cérébrale et qui ne respire qu'avec une assistance, je dois dire que le problème peut se poser, mais là, ce dont on parle avec Vincent Lambert, c'est d'arrêter de l'hydrater et d'arrêter de le nourrir. Autrement dit, pour parler clair, de le faire mourir de faim et de soif. Ça pose vraiment, me semble-t-il, un problème. Oui, bien sûr. Une question pareille franco-française. Manuel Valls est mis en cause, le Valls-Gate, dans le cas de ses déplacements personnels, notamment pour la finale de la Ligue des champions de football, où il est allé à Munich, où il a utilisé les moyens de transport de l'armée en tant que Premier ministre. On lui reproche cela. Vous estimez, vous, que le Premier ministre doit pouvoir se déplacer avec les avions militaires afférents à sa fonction de Premier ministre? Oui, j'estime que le Premier ministre doit pouvoir se déplacer avec des avions militaires, mais quand il le fait, évidemment, œuvre de Premier ministre. Quand il se rend sur un objectif quelconque en province ou à l'étranger, oui, bien sûr. Je ne crois pas d'ailleurs qu'il faille que, dans ces cas-là, le Premier ministre ou le chef de l'État prennent les avions d'Air France pour une raison très simple, c'est que s'ils le font, il y aura de toute façon un avion militaire qui va embarquer la suite, le personnel de sécurité et qui va veiller également sur la sécurité de l'avion. Donc autant qu'ils prennent l'avion militaire. Qu'est-ce qu'on fait alors? Ce qu'il y a, c'est que je pense que ce déplacement pour la Coupe de football n'était évidemment pas dans le cadre des attributions du Premier ministre. C'est ça qui est choquant. Il devrait payer l'équivalent d'un billet, comme c'est a priori... Pour le moins, oui. Pour le moins, certainement, parce que c'est évidemment par intérêt purement privé, ce qui témoigne d'ailleurs du profond ennui qu'il devait ressentir lors du Congrès socialiste de Poitiers. Les femmes sont peut-être plus égales aux hommes maintenant, depuis l'adoption à une écrasante majorité du rapport Neuschel au Parlement européen? Oui, ce rapport est un condensé de soi-disant promotion de la femme, en réalité
à tout prix, à toute force, on veut que les rôles des hommes et des femmes soient en tout parfaitement interchangeables. On dirait qu'il y a une véritable haine, presque luciférienne en tout cas, dans ce Parlement contre tous les données de la nature et notamment les différences qui peuvent exister entre les sexes. Et puis évidemment c'est agrémenté de la sauce habituelle, c'est-à-dire la promotion systématique du LGBTI, lesbienne, gay, bi, trans et intersexuel. Voilà. Bon, mise absolument à tout bout de champ, c'est une espèce de logorée qui, je crois, ne fera avancer les choses pour personne. On vous a vu en revanche, devant le Parlement européen, manifester contre le TAFTA, contre les discussions du traité transatlantique. Et je crois que ce matin, la séance a été houleuse. Elle a été houleuse dès 8 h du matin parce que, effectivement, devait être adopté un rapport sur l'évolution des négociations de ce traité. Or, comme les deux groupes majoritaires, qui d'habitude sont la main dans la main, le groupe soi-disant démocrate chrétien dit PPE, Parti populaire européen, sans doute par antiphrase d'ailleurs, ils n'ont pas tellement de soutien populaire, mais dont font partie les députés UMP, pardon, il faut dire aujourd'hui les Républicains. Bon, et le groupe socialiste, d'autre part, qui sont d'habitude copains comme cochons, au moins sur les questions essentielles, était divisé. Ce rapport Lange risquait de poser problème. Alors, de sa propre autorité, utilisant un artifice de procédure, c'est-à-dire se fondant sur le fait qu'il y avait plus de 50 amendements ou votes par division, le président du Parlement a décidé de différer le vote. Mais ce n'est pas en repoussant le problème et en fuyant ses responsabilités qu'on va résoudre justement ces importantes questions politiques. Et puis, dans la foulée, courage fuyons, la majorité de ce Parlement, malheureusement, à 2 voix près, a également décidé le report du débat. Nous avons mené, je crois, une belle bataille de procédure, mais nous sommes encore malheureusement dans la minorité. Alors oui, c'est vrai que ce traité dont on commence à discerner les contours, grâce notamment à l'action de groupes minoritaires tels que le nôtre, est extrêmement préoccupant. Et ce n'est pas un hasard si au départ le mandat des négociateurs devait être secret. Il est évidemment tout à fait incohérent de réaliser une zone de libre-échange à l'échelle d'un ensemble qui ferait plus de la moitié du produit mondial. Si on fait cela, eh bien, ça n'est plus la peine d'avoir un ensemble régional. C'est la mondialisation qui avance. C'est la mondialisation. La marche de l'histoire. C'est la mondialisation qui avance, mais c'est contre les effets dévastateurs de cette mondialisation que nous défendons nos identités culturelles, spirituelles, charnelles et économiques. Mais alors, des fois, vous changez d'avis, Bruno Gollnisch. Ce matin, on vous a vu également défendre Moscou. Incroyable. Vous, Bruno Gollnisch, vous défendez Moscou. Oui, dans ma jeunesse, c'est vrai que je ne l'aurais pas fait, mais je ne l'aurais pas fait parce qu'à l'époque, c'était l'Union soviétique. Quand je suis arrivé dans ce Parlement, il y a déjà 26 ans, l'Union soviétique faisait régner sa dictature impitoyable sur la moitié de l'Europe. Sur tous les pays comme la Pologne, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, la Bulgarie, etc., sur lesquels elle faisait régner la terreur. Bon, le parti unique, le KGB, les services secrets, les exécutions sommaires, absence totale de liberté, et également sur les pays annexés par elle, comme les pays baltes, comme l'Asie centrale, etc. C'est ce qu'on dit aujourd'hui, l'Ukraine, le cas de l'Ukraine, la Russie continue son émancipation territoriale. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'à l'époque, je n'entendais aucune critique contre l'Union soviétique. Mais depuis que l'Union soviétique s'est retirée de ces pays, qu'elle leur a rendu sa liberté, que malgré tout il y a un régime qui est certes très imparfait, mais commençons par regarder la poutre qui est dans notre œil avant de regarder la paille qui est dans celle de M. Poutine. Alors c'est un déferlement d'hostilité à l'égard de la Russie. Et ce qui est extraordinaire, je dois dire, c'est de voir nos collègues. Bon, je comprends les collègues qui manifestent de la sympathie pour l'Ukraine. L'Ukraine aussi est un pays intéressant. Le problème, je crois, c'est qu'à l'est de l'Ukraine, les gens se sentent davantage russes qu'indépendantistes, si vous voulez, indépendantistes ukrainiens. Bon, c'est un problème dans lequel
nous devons agir avec discernement. Et l'Union européenne se doit d'agir et de faire Non, adopter non, des textes. je crois que l'Union européenne, les intérêts vitaux de l'Union européenne ne sont pas du tout engagés dans cette affaire. Or, nous avons une politique extraordinairement offensive. Le pacte de Varsovie, qui était l'alliance militaire soviétique, a disparu. Mais l'OTAN, qui est l'alliance militaire qui nous lie aux États-Unis, ne cesse de s'étendre. Soumission de à Washington. Oui, absolument. De façon extrêmement agressive, d'ailleurs. Bon, nous avons fait la guerre à la Serbie pour en détacher le Kosovo. Et nous nous indignons de ce que la Crimée rejoigne la Russie. Bon, c'était extraordinaire. Et là, je dois dire, c'était presque drôle, parce qu'on voit nos collègues indignés de ce que le gouvernement russe ait publié une liste de quelques dizaines de personnalités politiques qu'il n'aime pas et qui le lui rendent bien et qu'il ne veut plus voir sur son territoire, dont M. Cohn-Bendit, M. Bernard-Henri Lévy, etc. Alors on nous dit, mais c'est affreux, c'est abominable, c'est contraire au droit international. Il y a des parlementaires également interdits de séjour. Mais il y a un an, l'Europe a fait une liste noire. C'est l'Europe qui a pris l'initiative de faire une liste noire qui interdit à des députés et même au président du Parlement russe de mettre les pieds chez nous, alors que nous avons une délégation chargée des relations avec le Parlement russe. Bon, nous avons refusé l'accès sur nos territoires à des parlementaires russes. Nous avons blacklisté, comme l'on dit, y compris des diplomates. Alors qu'en principe, si on veut que la situation s'améliore, il faut discuter. Avec qui est-ce qu'on discute? Avec des diplomates. Bon, eh bien, et nous nous indignons de ce que les Russes font pareil. Nous nous indignons de ce que les Russes refusent maintenant d'importer les produits agroalimentaires. C'est un peu le talion originaire de chez nous. C'est la réponse du berger à la bergère. Nous avons déclenché une guerre économique systématique contre la Russie, qui a des effets, c'est vrai, très néfastes sur son économie. Et qu'est-ce qu'on croyait? Mais que croyait-il ici? Vous croyez que la Russie allait rester les bras croisés à dire c'est très bien, vous essayez de nous ruiner, mais on va continuer à vous acheter vos produits. C'est très bien, vous refusez nos personnalités politiques, etc. chez vous, mais on va accepter ceux de chez vous qui viennent nous critiquer, qui viennent nous accuser. J'ai dit en conclusion de mon intervention, vous croyez dans un monde de bisounours. Ce sont des bisounours très agressifs ici. Mais ce sont surtout des gens inconséquents qui ne savent pas quelles sont les réalités géopolitiques. Mais qui savent par contre très bien où ils veulent aller. On vient de commémorer, de fêter, je ne sais pas si on peut dire fêter, c'est vous qui d'ailleurs donnerez la réponse, les 10 ans du référendum pour le traité européen rejeté par les Français. Rejeté par les Français, rejeté par les Néerlandais, qui eût été rejeté d'ailleurs par tous les autres pays d'Europe, ou la majorité des autres pays d'Europe, s'il avait été mis aux voix, et qu'on a ressorti par la voie parlementaire sous forme de traité de Lisbonne, hein, comme avait dit Mme Merkel à l'époque. Let us keep the substance and change the wording. Elle a dit ça en anglais pour être comprise de ses interlocuteurs. On garde la substance et on change les mots. Et ça a donné le fameux traité de Lisbonne. Eh bien, quand on pratique ce déni de démocratie, je pense qu'on est disqualifié pour donner des leçons de démocratie au reste du monde. Vous avez parlé beaucoup d'Europe, Bruno Gollnisch, un petit clin d'œil aux amis de France 2? Oui, aux amis de France 2. Rappelez-moi le nom de cette journaliste. Madame Tesson. Madame Tesson. Alors Madame Tesson qui avait joué les censeurs il y a quelques mois, eh bien Madame Tesson, vous voyez, nous ne parlons que de questions qui ont été évoquées au Parlement européen, et donc venez faire un reportage d'ailleurs là-dessus, et puis j'espère que M. Pujadas à France 2 le prendra aux actualités comme il a pris le vôtre. Voilà. Bonjour Madame Tesson. À bientôt Bruno Gollnisch. Au revoir.